tous, bienvenue sur le plateau des maternelles. On est ensemble pendant un peu plus d'une heure et voici tout de suite le menu de l'émission. Aujourd'hui, on va parler du portage. Porter son bébé dans les bras ou en écharpe est-il un plus dans la relation mère-enfant? On voit ça dans la grande discussion. Ensuite, dans notre feuilleton « Que font-ils loin de nous ?», on retourne au CP pour un pur moment de poésie. Et Marotta vous expliquera comment troquer votre matériel de puériculture sur Internet. Et puis, en fin d'émission, une directrice de crèche sera avec nous pour répondre aux questions que vous nous avez posées. Je salue mes invités de la grande discussion qui sont déjà là. Nathalie Le Breton aussi, un grand bonjour. Et je rejoins Arnaud Champremier-Trigano pour l'actu des maternelles. Bonjour Arnaud. Bonjour Elisabeth. Pour commencer, Arnaud, vous allez nous emmener en Chine. En Chine, il a fallu que 121 enfants soient contaminés au plomb pour que le gouvernement réagisse enfin. Oui, la contamination au plomb est extrêmement grave. Elle provoque des lésions au cerveau et aux organes vitaux et peut engendrer la mort des enfants. Alors, ce n'est pas la première affaire de contamination au plomb d'enfants, toujours à côté d'une zone industrielle très polluante. Il y en a eu plusieurs pendant cet été. Et puis là, dans l'est de la Chine, ça a provoqué pour la première fois des vraies mobilisations des citoyens qui ont demandé à ce que le gouvernement intervienne. Et c'est ce qui a été fait. Les autorités ont annoncé que pour la première fois, ils allaient engager plusieurs procédures pour pénaliser les pollueurs et préserver la santé publique. Ça, c'est une vraie nouveauté en Chine. On revient en France, Arnaud. À Strasbourg, l'association Regain vient de créer la première structure pour les enfants qui sont témoins de violences conjugales. Oui, c'est une association qui travaille depuis des années en fait sur l'accompagnement et la protection des femmes battues. Et pour la première fois, ils ont créé une structure qui s'appelle Petits yeux, petites oreilles, qui a pour objectif de travailler spécifiquement sur les enfants issus de ces couples dans lesquels il y a eu des violences conjugales. Ce qui est incroyable, c'est que ça soit la première fois. Parce qu'a priori, les enfants sont victimes aussi ouais. des violences conjugales. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on traitait l'enfant avec la mère, avec la famille. On ne prenait pas l'enfant en tant que sujet individuel pour le suivre. Et pourtant, les enfants développent des pathologies particulières, automutilation, cauchemars, et on s'est aperçu que beaucoup, en grandissant, reproduisaient ces violences qu'ils avaient constatées pendant leur enfance. Alors, cette expérience est très nouvelle. Une équipe de chercheurs de Strasbourg va suivre pendant toute l'année le travail de cette association, et fin 2010, il y aura un colloque qui restituera un petit peu le compte-rendu de ce travail. Et maintenant, on va parler d'une grossesse tout à fait extraordinaire. Moi, je ne pensais même pas que c'était physiologiquement possible. Oui, c'est absolument incroyable. C'est passé en Arkansas, aux États-Unis. Une femme enceinte d'une petite fille est tombée une seconde fois enceinte pendant sa grossesse. Alors c'est un phénomène qui est en fait connu médicalement, ça s'appelle la superfétation. C'est extrêmement rare, c'est très exceptionnel. Il y a 10 cas seulement recensés dans le monde. Là, la seconde fécondation a eu lieu 2 semaines après seulement la première. Mais du coup, comment ça va se passer pour l'accouchement ? Alors l'accouchement, comme il n'y a que 2 semaines et demie d'écart, pour le coup, en 2 temps. Voilà, là elle va accoucher en 1 temps et puis l'un des 2 enfants sera prématuré, mais pour le coup, il n'y a pas de danger ni pour la mère ni pour les enfants. Alors on les appellera des jumeaux. Ça va se passer. Ce ne sera pas vraiment des jumeaux, en tout cas médicalement, ce ne sera pas le cas. Les surprises de la nature. Hein. On connaît, Arnaud, le problème de l'exode scolaire vers le privé. Eh bien, une nouvelle loi pourrait accentuer ce phénomène. Oui, la loi Carle, du nom du sénateur UMP qui l'a proposée et qui est passée, qui a été votée la semaine dernière, en début de semaine, à l'Assemblée nationale, est une loi qui obligera désormais les communes à financer les écoles privées des communes voisines. Dit comme ça, on marche un peu sur la tête. Là, mais c'est un petit peu le cas, c'est vrai. Décortiquez-nous ça, parce alors, que en fait, une commune de résidence dans laquelle il y a une famille, enfin la famille décide de placer ses enfants dans une école privée d'une commune voisine, et à ce moment-là, elle oblige sa commune de résidence à financer cette école privée voisine. Si j'ai bien compris, j'habite à Sarcelles, je veux mettre mon enfant dans une école de Neuilly, la mairie de Sarcelles doit sera payer. Obligée de payer l'école privée de Neuilly, enfin d'y participer financièrement. Donc c'est sous certaines conditions évidemment, il faut que la famille soit capable, et c'est toute la nouveauté de cette loi, de prouver soit que la commune de résidence n'a pas la capacité d'accueil pour les enfants, ou bien qu'un frère ou une sœur sont déjà scolarisés, ou que professionnellement ils sont obligés d'en passer par là. Mais en tout cas, ça provoque aujourd'hui le débat. Nous avons pour nous en parler... C'est moi qu'on puisse dire. Monsieur Laurent Escure au téléphone, qui est secrétaire général du syndicat enseignant UNSA et du Comité national d'action laïque. Monsieur Escure, bonjour. 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 Alors, cette loi fait suite en fait à une première l'annulation d'une circulaire de 2004 qui avait les mêmes objectifs et que le Conseil d'État a finalement annulé suite à une démarche de votre organisation. Oui, c'est ça. Ça fait depuis 2004 nous sommes engagés dans un dispositif
de combat pour défendre l'école publique face à cette nouvelle concession faite au privé. On a gagné une première fois en Conseil d'État. La réponse politique qui a été apportée, c'est la loi Carle, qui réduit l'ancien dispositif, mais qui ne l'annule pas et donc qui ne peut pas nous satisfaire. Aujourd'hui, les écoles privées sont déjà financées par le public. Donc, qu'est-ce qui va changer concrètement avec cette loi ? Là, la nouveauté, c'est que le déplacement entre une commune de résidence, comme ça a été dit précédemment, et une école privée d'une autre commune sera financé. C'est-à-dire qu'on rompt le contrat qui existait précédemment entre la commune et sa propre école privée, puisque c'était le système tel qu'il fonctionnait. Et là, désormais, ce n'est pas ce contrat qui va déclencher le financement, mais c'est bien le libre choix des familles. C'est pour ça que nous, on est très en colère sur ce dispositif, parce qu'on commence à s'apparenter à un libre marché scolaire. C'est-à-dire que c'est les parents choisissant une école privée qui obligent à la commune de la financer. C'est ça, c'est le choix des individus et non pas le fait d'un contrat entre la commune et l'école. Alors, vous le disiez, vous aviez gagné une première victoire sur la circulaire de 2004. Maintenant que la loi est passée la semaine dernière, comment voulez-vous contrer cette loi ou réagir ? Alors, on va agir dans deux directions. On avait demandé aux députés qu'ils voulaient bien de voter contre cette loi. Donc, il y en a eu un certain nombre qui se sont opposés à la loi. De tous bords ? De tous bords. Il y a par exemple un député UMP, Cardo, qui a voté contre la loi Carle, pour les mêmes raisons que notre argumentation. Et on va demander à ces députés, on leur a demandé, normalement ils doivent le faire, de faire un recours au Conseil constitutionnel, puisque cette loi remet en cause deux principes. Le principe de libre administration des collectivités territoriales, parce qu'avec cette loi, les parents qui se déplacent déclenchent le financement et le maire n'a pas à donner son avis. Alors que pour le public, puisque ça existe aussi, c'est-à-dire qu'un élève du public, d'une commune peut aller dans une école publique d'une autre commune, à ce moment-là, il faut qu'il y ait l'autorisation du maire. Alors que pour le privé, il ne la faut pas. Et donc, ce point-là nous semble très fort pour pouvoir gagner en Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est pour les députés. Et pour ce qui nous concerne, on va essayer de multiplier, on va appeler les maires et les citoyens à résister localement, à ne pas payer et à multiplier les contentieux locaux. Voilà, donc on n'a pas fini d'entendre parler de cette loi, à mon avis. Merci beaucoup, Laurent Lescure. Merci, Arnaud. Merci. Je rejoins maintenant mes invités de la grande discussion. On va parler du portage. Vous le savez, on voit de plus en plus dans la rue des mamans ou des papas portant leur bébé en écharpe. Alors, est-ce que c'est une mode un peu néo-baba-cool ou une vraie technique pour le lien mère-enfant, parent-enfant ? On en parle dans la grande discussion. Votre bébé n'arrête pas de pleurer et réclame d'être porté à longueur de journée. Règle numéro 1, restez calme. Mais entre le laisser pleurer et le porter, eh bien, certaines mamans ont choisi leur camp et sont devenues des adeptes du portage en écharpe. Quels sont les bénéfices du portage pour le bébé et les parents ? En quoi cette technique peut s'inscrire dans le développement de l'enfant ? Porter bébé, à quoi ça sert ? C'est un dossier préparé par Pauline Merle. Et pour en parler, nous recevons Gaëlle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes la maman d'un petit garçon. Oui, absolument. Mon fils a 19 mois aujourd'hui. Il s'appelle Virgile. Et oui, j'ai découvert l'écharpe de portage pendant ma grossesse et j'ai souhaité la mettre en pratique assez vite. Vous nous expliquerez comment tout ça s'est passé. Élodie est avec nous aussi. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous avez une petite fille. Oui, elle s'appelle Inès et elle a 4 mois. Donc pareil, depuis la grossesse et encore aujourd'hui. Ça trottait dans la tête, le portage. Ça trottait dans la tête. Laurence Verdouret, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue, vous êtes psychomotricienne aussi et vous enseignez. Oui, tout à fait. Je suis sur l'Université Paris-Descartes, je suis enseignant-chercheur et je suis aussi donc, clinicienne auprès du bébé. Voilà, et en plus de tout ça, vous avez publié ce livre, La qualité de vie d'un nouveau-né, aux éditions Odile Jacob. Céline Guérand-Freinet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes infirmière spécialisée en néonatologie, consultante en lactation aussi, et donc vous êtes spécialisée en portage, et vous avez publié ce livre, Porter mon bébé, avec Cécile Corté, aux éditions Minerva. Donc Gaëlle, expliquez-nous comment vous êtes devenue adepte du portage.
Ça a été assez naturel en fait. Depuis que je suis plus petite, j'aimais pas trop les porte-bébés habituels qu'on voyait, les porte-bébés kangourous où on voit l'enfant un petit peu ballotté. Petite déjà Oui, ça me gênait. Oui, je sais pas pourquoi, je le voyais toujours assez mal installé, un petit peu trop bas, enfin ballottant. Ça ne me plaisait pas et donc quand est venue l'envie d'avoir un enfant, ça me semblait quand même vraiment bien aussi d'avoir mon bébé contre moi, donc je me suis un petit peu renseignée sur Internet. J'ai trouvé pas mal de sites, il y a beaucoup de choses à apprendre et à laisser aussi sur Internet. Et donc j'ai vu des vidéos, des photos de mamans portant leurs enfants dans une écharpe. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis un peu plus renseignée et donc j'ai fait l'acquisition d'une écharpe de portage alors que j'étais avant la naissance à 7 mois ou 8 mois de grossesse, absolument. Donc en essayant avec un nounours, ça a été un petit peu terrible le premier essai, mais en me disant pour que... Pour nouer l'écharpe, moi j'ai l'impression qu'il faut avoir bac plus 12 en mécanique ou un truc mais comme c'est ça. vrai qu'alors en plus avec le gros ventre, ça n'aide pas. Donc le nounours est tombé, enfin ça a été assez terrible. Mais par contre, voilà, quand mon fils est né, là je me suis lancée assez vite, j'ai dû le porter, il avait 1 semaine je pense. Oui. Et en fait ça a été assez naturel, je me suis assez vite retrouvée... dans les gestes à faire. Bon, c'était sans doute pas parfait, hein, évidemment. Mais en tout cas, moi, j'y ai pris du plaisir. Je pense que lui aussi. Et à l'origine, par contre, c'était uniquement, dans mon esprit en tout cas, c'était un côté pratique de déplacement, en fait. Oui. De pas de poussette, pas de landau compliqué et lourd à traîner. Et on a fait ça donc, avec son papa aussi pendant, on va dire, le premier mois. Et puis un jour où il a vraiment beaucoup pleuré. Et je me suis retrouvée assez démunie à le porter dans mes bras et ça n'avait pas l'air de lui suffire. Je me suis dit, bon, mais j'ai quand même envie d'avoir mes mains libres. Je vais le mettre dans l'écharpe même si je ne vais nulle part. Et ça a été, magique, ça fait un peu stupide de dire ça, mais réellement, c'est-à-dire qu'il s'est calmé très vite, il s'est endormi alors qu'il refusait de dormir. Et je me suis dit, c'est peut-être pas si mal comme solution, même. C'est le double effet. Le double effet qui se coule, absolument. Ouais, c'était c'était vraiment intéressant et agréable en tout cas. Et vous, Élodie, comment vous en êtes venue à vous intéresser déjà à l'écharpe? Moi, ça a été pareil. Moi, ça a été vraiment aussi pendant la grossesse. J'ai réfléchi à ce que je devais acheter pour les fournitures du bébé. Et en fait, j'ai réfléchi tout de suite à l'écharpe de portage parce que je voyais ça comme quelque chose de naturel. Donc, c'est vrai que j'ai fouillé un peu sur Internet et j'ai regardé, j'ai lu les forums sur les marques aussi qui étaient... que j'ai choisi et donc vous êtes beaucoup renseignée, je me suis beaucoup renseignée avant bien sûr et donc quand Inès est arrivée donc juste avant que Inès est née, j'ai voulu l'essayer et la garder près de moi pour qu'elle ait mon odeur parce que je me suis dit que je m'en servirais comme doudou un petit peu. Et puis en fait, arrivée à la maternité, je l'avais amenée avec moi, je l'ai mis dans son petit berceau et donc pour qu'elle commence à s'y attacher. J'ai commencé à essayer de la nouer à la maternité. Bon, elle venait de naître, c'était très difficile. Puis au bout de quelques jours, 2-3 jours, je devais vraiment sortir et je voulais pas utiliser la poussette parce que je l'avais encore jamais utilisée et j'avais vraiment peur. Et je voulais faire 2-3 courses parce qu'il fallait bien vivre et sortir. Donc je me suis dit, je vais prendre l'écharpe. Et elle s'est endormie tout de suite alors que c'était un bébé un peu agité. Et là, j'ai compris la nécessité de l'écharpe jusqu'à que maintenant, le papa me dit non, prends pas l'écharpe, prends pas la poussette, elle va pleurer. Le match écharpe-poussette est lancé, c'est chez voilà, vous, je vois ça. Laurence Vèvre-Dourec, porter son bébé dans les bras ou en écharpe, est-ce que ça a la même signification ? Bien, c'est sur le plan de la signification, on est dans un langage quand même préverbal du corps. Hein. Donc, on a toute une sensorialité qui est en jeu, hein, c'est-à-dire le toucher, le contact visuel, la parole. Donc, c'est deux modes de portage tout à fait intéressants pour les deux. Maintenant, tout va dépendre du stade de sommeil ou d'éveil de l'enfant, de sa maturation, de son développement, pour savoir à quel moment on peut encore le garder dans telle position ou pas. Céline Guérand-Freinet, on pratique beaucoup le portage, alors pas forcément dans des écharpes, mais parfois dans des tissus pagnes ou autres, en Afrique et en Asie. En France, c'est finalement assez récent.
Comment expliquer l'apparition de l'écharpe récente en France? C'est pas si récent que ça en fait. Hein. On sait que les bébés en France, ils étaient portés depuis toujours. Quand on regarde toute l'iconographie qu'on a, que ce soit les tableaux représentant Marie et Jésus, dans les églises, on a beaucoup d'images qui nous rappellent que les bébés en France ont été portés. Alors le portage à l'européenne, c'est plutôt un portage sur la hanche et plutôt un portage dans un tissu souple, contrairement à d'autres régions du monde où ça va se faire dans des berceaux rigides dans lesquels le bébé est emmailloté. Et en France, ça a été pratiqué jusqu'au début du XXe siècle. On retrouve encore, moi j'habite à Aix-en-Provence, il y a encore des provençales qui ont été portées sur le côté par leur maman. C'est vrai, mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, on en voit de plus en plus des écharpes. Donc, est-ce que c'est un phénomène de mode? Qu'est-ce que ça dit? Alors, c'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que depuis les années 70, il y a un regain du lien mère-enfant avec une proximité plus grande entre le bébé et ses parents. Et on sait aussi que depuis les années 70, en Allemagne, on a commencé à développer une nouvelle technologie de portage avec des écharpes tissées spécialement pour porter le bébé à l'européenne, c'est-à-dire sur des temps beaucoup plus longs que ce qui est fait traditionnellement dans les pays du monde. Où, je rappelle quand même que dans les pays du monde, les bébés sont un petit peu portés quand la maman a besoin d'avoir les mains libres et ils sont beaucoup en motricité, c'est-à-dire dans les bras, massés, portés, ils bougent sur le sol, ils font de l'exercice. Donc c'est complètement différent du portage à l'européenne où le bébé va rester de longues heures dans son porte-bébé. Alors, ce portage en écharpe, comment ça marche? On sent qu'il a fallu pas mal d'essais pour vous. Ce qui peut être pratique, du coup, c'est d'aller dans un atelier de portage. Et c'est ce qu'on a fait. On est allé dans l'atelier qu'a lancé Aurélie, qui est une maman qui est adepte du portage pour ses 2 enfants, qui a suivi une formation pour devenir conseillère en portage et qui donc aujourd'hui, dans son atelier, accueille les mamans intéressées par cette technique. C'est un reportage de Pauline Merle et de Patrick Ange Tardito. Déjà, je voulais donc vous remercier d'être parmi nous, d'être venu à cet atelier de portage. Je vais vous demander de vous présenter juste rapidement, en fait, juste de me dire voilà, vos attentes. Je viens pour apprendre de nouvelles techniques et puis peut-être quelque chose qui soit plus respectueux de la physiologie du bébé, parce que j'ai appris un petit peu toute seule et j'ai envie d'en savoir plus aujourd'hui. Moi, je m'appelle Magali. Ça, c'est le petit Louis qui a 3 semaines, donc il y a eu 3 semaines hier. Et donc, moi, je découvre totalement l'atelier portage. Donc, on va voir. J'attends mon premier bébé pour novembre. J'ai jamais porté, j'avais acheté une écharpe de portage et donc pour connaître les techniques, parce qu'on reçoit un petit livret avec l'écharpe mais c'est pas pratique du tout et j'aurais pas faire d'erreur. Donc je vais réaliser donc mon serrage pli par pli, c'est-à-dire que je vais donc faire un serrage à plusieurs endroits donc dans mon écharpe. Donc je vais attraper l'ourlet et je vais tirer. C'est un nuage justement qui va vraiment respecter la physiologie du bébé, donc vraiment dès la naissance. Au niveau des jambes, ça va pas. Quand elles sont bébés comme ça peut pas poser des problèmes au niveau du dos. Non, au contraire. En fin de compte, le tissu qui va venir juste sous le genou va vraiment permettre au bébé d'avoir son bassin qui va se basculer. Et le bassin qui va se basculer comme ceci, le dos du bébé va pouvoir s'arrondir. Et c'est la position naturelle d'un bébé à la naissance. Donc au contraire, ça va l'accompagner dans cette position respectueuse pour lui. Et après, le serrage du tissu réparerait, comme un V dans le dos, va permettre de soutenir son dos et de remplacer les muscles du dos qui ne sont pas encore développés et toniques. Et on n'hésite pas à serrer fort. Puisque de toute manière, là, on joue avec la diagonale du tissu donc qui va permettre vraiment de se mouler au dos du bébé qui ne va pas du tout la comprimer. Il ne faut pas hésiter à serrer. Enfin, même on pense qu'on a trop... parce que des fois, moi, je dis... je me rends compte parce que je marche, puis je dis, lui, il se replace un peu quand on marche, et là, je dis, mince, j'aurais pu serrer un peu plus. Regrouper vraiment que ses mains soient le plus près de sa tête. Avec Eline, tu vois, mais bien ses pieds sur le côté. Mais avec un nouveau-né. Voilà, c'est un nouveau-né. Tout ce il que va tu mettre ses pieds devant. Alors, un nouveau-né va avoir à peu près les jambes comme ça. C'est-à-dire que là, regarde, il va avoir les jambes fléchies. Attends, ça.
il a ouvert un petit œil. Voilà, donc ça super. Donc tu veilles toujours à ce que voilà, tes petites manches elles soient bien à plat. Et après pareil, t'hésites pas. Lui ça va. Voilà. Alors ça se passe comment ces Premier bien, très très bien parce que c'est une position qu'il aime beaucoup. Et puis moi ça va me permettre de soulager au niveau de ma cicatrice pour ma césarienne et de pouvoir bouger la journée, pas toujours l'avoir dans les bras et d'être un peu handicapée, avoir qu'un bras. Donc non, puis c'est un contact qui est super entre la maman et le bébé. Là, ça permet d'aller plus loin. Ça, c'est vraiment lui. Tu l'accompagnes dans la vibration et ça va lui permettre de décharger ses excès d'émotions. Ils se shootent. C'est comme ça qu'ils prennent aussi. Au début, c'est pas évident parce que ça demande. C'est une technique que l'on apprend. Donc, ça demande d'apprivoiser déjà ce tissu et ça demande de l'entraînement et de la régularité. Donc, généralement, c'est en le faisant au bout d'une semaine, tous les jours, en s'entraînant sur un nœud, on va se sentir beaucoup plus à l'aise dans la technique de serrage. Là, elle a l'air bien. Ouais, elle est bien. Elle est habituée. Et puis, on peut aussi porter sans écharpe. Moi, je fais ça aussi souvent. Donc voilà, l'écharpe, c'est un plus. C'est vrai que c'est sympa. Et puis, mais on peut aussi porter sans écharpe. Voilà. Elle est habituée. Elle est bien. Et la journaliste qui a tourné le reportage, Pauline Merle, elle m'expliquait avant l'émission que pendant l'atelier, tous les enfants hurlaient tant qu'ils n'étaient pas dans l'écharpe. Et après, voilà, c'était l'effet magique dont vous parliez, Gaëlle. Quel bienfait précisément vous voyez à cette technique, à cette façon de porter En fait, bébé je trouve que les bienfaits sont différents en fonction de l'âge. Là, mon fils a 19 mois, donc il est un peu plus autonome, forcément, il marche. Je le porte beaucoup dans le dos, en fait, maintenant, depuis qu'il est plus grand. Tout petit, moi, je dirais que les bienfaits, c'était vraiment le fait d'être bien, d'être rassuré beaucoup, que ce soit contre moi ou contre son papa. Là, avec son développement, il était plus intéressé par ce qui se passait autour de lui. C'était vraiment, je trouve, en tout cas, une façon pour lui de regarder ce qui se passait, le monde, les gens, faire des petits sourires s'il avait envie, tout en ayant la possibilité de se remettre contre moi ou contre son père s'il en avait trop vu, par exemple. Et je trouve que ça a joué, je pense, pas mal dans sa sociabilisation, à savoir qu'il a toujours été très, très cool avec les gens qu'il ne connaît pas, plutôt souriant, pas sauvage il est bien dans ses baskets, je pense. Et alors, j'aime à penser que le portage y est pour beaucoup, en fait. Et tout bébé, Inès, elle a 4 mois, tout bébé, c'est quoi les bénéfices selon vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Je pense que c'est à peu près les mêmes bénéfices que Gaëlle. C'est-à-dire que même à cet âge-là, même à la naissance, ils sont quand même curieux et ils ont besoin vraiment d'être rassurés. Et l'écharpe de portage les rassure énormément parce qu'ils peuvent regarder et tout d'un coup se remettre peau à peau avec la maman. C'est C'est pour ça que généralement je mettais des débardeurs pour qu'il y ait quand même mon torse contre votre peau. Vraiment, ça elle aimait beaucoup. Et puis c'est aussi pas de poussette parce que pour faire des petites courses, il y a l'aspect pratique. Et l'aspect pratique. Est-ce que on utilise cette technique dans les maternités? Alors ça commence à se faire, c'est encore peu pratiqué. Ce qui se fait de plus en plus, c'est le pot à pot, c'est de favoriser le contact rapproché entre la maman et son bébé. Et on commence à développer des ateliers de portage. En fait, l'idée, c'est surtout de fournir aux parents des outils pour savoir comment accompagner le développement de leur bébé et quelle posture on va donner au bébé. Et l'écharpe, c'est un moyen qu'on a parmi d'autres d'accompagner le développement du bébé. Et à condition de bien l'utiliser. C'est ça qui est idéal avec l'écharpe, c'est qu'on va pouvoir offrir au bébé un bébé arrondi, soutenu dans sa base, avec le dos bien soutenu, ce qui n'est pas possible avec d'autres formes de porte-bébé. Laurence Vèvre-Douret, comment vous expliquez ce côté apaisant, quasi instantané dont parlent Élodie, Gaëlle, les mamans qu'on a vues dans le reportage? C'est tout à fait logique, en fait. Quelque chose de contenant, qui est global autour du corps de l'enfant. Ça lui rappelle quand même des sensations qu'il connaissait in utero. Il était quand même en contact, il était recroquevillé sur lui-même. Donc on retrouve ce positionnement quand il est jeune. Et donc c'est rassurant pour lui, c'est sécurisant. En plus de ça, vous retrouvez aussi les mêmes effets, puisque contre vous, il entend aussi les battements du cœur,
la vibration de la voix, il y a toutes les sensations qui se mêlent. Quand on porte son enfant dans les bras aussi. Exactement, c'est la même. En fait, quel que soit le portage, le portage en lui-même, le portage en écharpe, enfin, ce que je ressens en regardant les images, simplement ce qui est l'objectif, finalement, c'est le côté quand même pratique qui ressort. Parce qu'en dehors de ça, le portage en lui-même, simple, dans les mains, dans les bras, apporte déjà tout ça. Hein. Mais c'est vrai, face aux difficultés qu'on a de transport, dans le métro, etc., on peut comprendre qu'on ne peut pas déplacer une poussette. À ce moment-là, c'est utile et en même temps, on peut préserver aussi ce côté sensoriel tout à fait intéressant de l'enfant. Je pose la question du portage dans les bras parce que c'est vrai, quand on voit l'enthousiasme d'Élodie, de Gaëlle, des autres mamans, les parents, nous parents qui n'avons pas pratiqué le portage en écharpe, on en culpabiliserait presque. Oui, non. Rassurez-vous. Là, on peut rassurer les parents qui pratiquent si on peut la porter par les mains, c'est du direct. Oui. Déjà, il n'y a pas l'enveloppe aussi de l'écharpe, donc le contact tactile est direct. Hein. Donc tant qu'on peut le faire, et si on n'a pas le souci d'avoir ce côté pratique à assumer, eh bien autant continuer le portage direct. Ouf, je commençais à avoir des sueurs froides. J'ai mal fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Laurent. Ce qui est très important, c'est que quand une maman ou un papa porte son bébé dans les bras, il y a plein de micro-ajustements qui font qu'ils vont protéger leur bébé et accompagner ses mouvements. Parce que le bébé va participer à son portage. Le problème qu'on a, c'est quand on veut se libérer les bras, utiliser un dispositif de portage, et où là, c'est au dispositif de portage de répondre aux besoins du bébé. Et là, parmi tout ce qu'on a sur le marché, on n'a pas grand-chose qui soit aussi efficace que des bras de maman. Je vous propose à toutes les quatre de retrouver Aurélie. Elle s'est lancée donc dans le portage en écharpe pour sa fille Maëlys qui a 4 ans, pour le côté pratique que vous évoquez. Aujourd'hui, Aurélie profite de ces moments de tendresse avec Éline, sa deuxième fille, parce qu'elle sait que sa fille va devenir progressivement plus autonome, réclamer de moins en moins l'écharpe et gambader par ses propres moyens. Un petit peu ce que vous vivez, je crois, Gaëlle. C'est un reportage toujours de Pauline Merle et de Patrick Ange-Tardito. C'est bon, t'es prête? Ouais, t'es prête pour aller à l'école? On y va? Allez, tu vas chercher ton sac à dos? Allez, vas-y. Tous les matins, j'emmène Maëlys donc à l'école. Et donc, Éline est automatiquement portée puisque la poussette est réservée principalement à Maëlys quand elle est fatiguée. Voilà. On va descendre et on va traverser. Tu descends? Allez, Zou, tu me donnes la main, Maëlys. Allez, on regarde. Allez, on y va. Oui, il y a les chiens. C'est bon? À tout à l'heure. Allez. Je vais bientôt te descendre. Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Je vais te descendre, oui, mon cœur. Je vais te descendre. Je te descends. Hein? Tu vas aller un petit peu dans la poussette? Ma louloute. Donc là, j'ai beaucoup porté en poussant la poussette et en ayant Éline sur le dos. Donc moi-même, j'ai besoin d'un petit temps de repos. Et Éline, ça coïncide plus ou moins au même moment où Éline veut descendre. Donc j'en profite pour moi reprendre un peu de force. Et si elle est demandeuse, je la reprendrai. Voilà, si je vois qu'elle rouspète dans la poussette, je la reprends. Voilà. Tu me pousses? Tu veux que je te prenne? Oui. Tu veux que je te prenne? Hein? Oui. Donc là, je suis en train de préparer à manger et Éline a besoin d'être portée. Donc le signe va être très pratique pour moi pour pouvoir continuer ce que je suis en train de faire et répondre aux besoins d'Éline. Qu'est-ce qui te plaît pas? Lorsque le bébé il est porté dans l'écharpe, il est stimulé de toute manière puisqu'il il participe à la vie de famille. Donc je dirais qu'elle a peut-être été plus stimulée qu'un bébé qui faisait toutes ses siestes dans un lit. Oh, ça te pique les yeux. Hein? Oui. Au fur et à mesure,
d'elle-même. Donc c'est elle en fait qui va se sevrer doucement en fait du portage. Elle va prendre ce qu'elle a besoin de prendre au moment où elle a besoin de le prendre et progressivement elle va s'éloigner pour aller vers d'autres découvertes. Eline, depuis qu'elle sait être à 4 pattes, donc depuis ses 7 mois, je veux dire, elle va jouer dans les chambres avec sa sœur. Elle fait vraiment sa vie, elle vient me voir quand elle a besoin, elle navigue en fait. Le portage, voilà, c'était ma façon en tout cas de materner mon bébé. C'était vraiment, ça faisait vraiment partie pour moi de ma façon de m'occuper de mon bébé. De toute manière, elle est amenée à aller vers une autonomie encore plus grandissante et ces moments-là vont devenir de plus en plus rares, donc on profite. On profite. Eline, qu'on a vu dans le reportage, a 17 mois, à peu près le même âge que Virgile. Vous le voyez s'éloigner de l'écharpe progressivement? Oui, un petit peu. Déjà, ça se fait naturellement pour lui. Il demande à descendre, c'est-à-dire qu'il ralote, je l'entends, enfin, il n'est pas... Voilà. Donc, voilà, je le fais descendre, il marche, il fatigue, il se repenche à mes genoux, il m'appelle, donc là, je le reprends. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus de gymnastique, si je puis dire, où en effet, il faut le porter, le monter, le redescendre. Mais bon, justement, d'avoir beaucoup pratiqué quand il était vraiment bébé, ça me permet de faire mon nouage vite. Et donc, c'est pratique de toute façon. Et est-ce que quand il va arrêter d'être dans l'écharpe, est-ce que vous avez peur de perdre un côté fusionnel? Fusionnel, non. Enfin, je me sens pas particulièrement fusionnelle avec mon fils. Je sais que j'ai un vrai lien que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le porter. J'aime cette sensation-là. Je sais que c'est l'évolution normale. Là, il grandit, il en a un petit peu moins besoin. Je sais que je regretterai les moments où je le portais. Je pense que ça va se faire de façon naturelle. Là, je me dis qu'il me reste quand même encore une bonne année de portage, donc c'est bien. Laurence Vèvre-Doré, ça pose quand même la question de l'autonomie de l'enfant quand il est tout le temps scotché à sa maman. Est-ce que du coup, après, il n'a pas des problèmes d'autonomie? Alors oui, c'est tout à fait intéressant. Bon, le portage en lui-même, au début de la vie, on peut le comprendre dans cette première relation d'attachement, qui est très importante. D'ailleurs, je crois que ça facilite cette première relation d'attachement, puisque ça permet ce décodage de manifestations corporelles de l'enfant. Donc à ce moment-là, la maman a très vite appris de l'enfant, les réactions, les manifestations de cris, etc. Après cela, quand on voit ces enfants-là plus âgés, je me questionne sur l'intérêt de faire perdurer dans les activités quotidiennes. Portage, je veux bien sur un côté pratique, extérieur, mais de là à garder cette fusion permanente, finalement, parce que c'est quand même une fusion, l'enfant, à un moment donné, doit comprendre, de pouvoir se détacher. Ça fait partie de son développement. Et là aussi s'introduit aussi le père, quand même, là-dedans, pour séparer. Et ça peut aussi encourager une maman qui ne serait pas encore prête pour son histoire personnelle. Il faut faire très attention à ce temps de partage avec l'enfant, quand même. Jusqu'à quel âge vous conseillerez le portage, Céline Guérand-Freinet? Alors, en fait, moi, je ne donnerais pas d'âge limite et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Laurence, c'est-à-dire l'accompagnement de l'enfant vers son autonomie, c'est décoder ses besoins et on sait que le bébé va avoir de moins en moins besoin d'être porté. Et d'ailleurs, quand on regarde le portage dans le monde, les enfants d'1 an, ils sont finalement assez peu portés, que quelques heures par jour, surtout pour dormir, parce que la mère a besoin d'avoir les mains libres pendant qu'il dort, et surtout dans le dos. Et c'est vrai que de passer l'enfant sur le côté puis dans le dos, ça va lui permettre de participer aux activités de la vie quotidienne. Mais c'est intéressant que si on accompagne son bébé et si on écoute ce qu'il nous dit, c'est-à-dire quand il en a marre, quand il fait comme fait votre fils. C'est vrai que c'est vraiment intéressant de le descendre et c'est vrai, je suis d'accord avec ce que dit Laurence, le risque qu'on a, c'est quand on a des mamans qui continuent à porter le bébé 24 heures sur 24, même quand il n'est pas d'accord. Vèvre-Doré, vous direz à quel âge il faut arrêter, selon vous? Bien, moi, dans le milieu de la première année, je trouve que c'est déjà bien d'arriver jusque-là. Après ça, pour le côté pratique de transport, sommeil, très bien, c'est un bon moyen. Mais je parle le quotidien, vraiment, de faire toutes ces activités comme si on était obligé de pouvoir l'avoir sur soi. Alors que là, l'enfant peut gagner en autonomie en étant à côté, dans son parc, etc. Il a plutôt intérêt à se développer sur ses compétences au sol. Par rapport au centre de gravité, il ne faut pas obliger que là, c'est pas un futur parachutiste qu'on fait. Donc, il est quand même suspendu.
hein, donc il a besoin de sentir son corps par rapport au sol. Donc c'est indispensable de ne pas oublier ces temps-là, parce qu'aujourd'hui, avec tous les moyens de portage que nous avons, que ce soit les cosy, les écharpes, etc., l'enfant est quand même peu au sol. Hein, donc il ne faut pas l'oublier. Voilà. Élodie, vous diriez que ce portage, le fait de porter Inès en écharpe, ça vous permet de materner différemment peut-être? Ça crée un lien particulier? Alors comme j'ai entendu Gaëlle, j'ai pas vraiment eu aussi ce côté fusion, parce que pour moi c'était normal, naturel, mais c'est vrai que le fait de la voir faire des choses qu'elle ne faisait pas ailleurs, sucer son pouce, elle l'a jamais fait ailleurs que dans son écharpe de portage. Ces petites choses, et de lui montrer son écharpe et qu'elle le voit comme un doudou, elle le sourit tout de suite dès qu'elle l'a. On sent quand même qu'elle est heureuse. Et ça me rend heureuse. Donc on pourrait voir le côté fusionnel là-dedans plutôt. Merci beaucoup à toutes les quatre. Je vais rejoindre Nathalie Le Breton. On termine sur cette note de bonheur. Une maman heureuse, bébé heureuse, c'est fantastique. Comment vous dire, bébé bien porté, bébé bien portant. Voilà. Le bonus des maternelles. Finalement, dans les bras ou en écharpe, l'important, c'est que chaque maman, chaque parent trouve la méthode qui lui correspond et correspond à son enfant. En fait. Mais bien sûr, c'est vraiment l'idée, c'est pas de retomber dans ces fameux dogmes dont on ne cesse de se plaindre, au maternel à commencer, parce que c'est vrai qu'on passe d'une génération à l'autre, d'un dogme de puériculture à un autre. Et donc, bien sûr, ce qui est intéressant dans cette histoire de portage qui devient en vogue, mais c'est pas seulement une question de mode, je pense que ça dit beaucoup de choses de nous, les mamans, et j'allais dire les parents en général. Vis-à-vis de l'enfant, je crois qu'il y a vraiment, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est de donner au bébé la possibilité d'exister comme bébé, être de devenir, lui donner le temps au temps, c'est-à-dire sortir de cette surstimulation, de l'injonction à la précocité, etc. À l'autonomie, la quête de l'autonomie à tout prix. Le côté on tourne les poussettes absolument vers l'extérieur, vers le monde extérieur, mais le pauvre, il a bien toute sa vie pour découvrir tout ça. Donc, il me semble que ça, c'est un mouvement de notre société qui est intéressant. Il y a un deuxième point qui me semble assez fort par rapport aux jeunes femmes qui nous regardent, que nous sommes, que vous êtes. C'est-à-dire que je crois que les mamans d'aujourd'hui sont en train de choisir une troisième voie. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment à un moment donné le côté formatage, il faut suivre, il faut laisser le bébé pleurer, ne pas être en fusion. De l'autre côté, il y a eu à un moment donné cette notion un petit peu de sacrifice aux besoins, etc. Et là, on a en fait des jeunes femmes qui en fait nous disent qu'elles veulent concilier leur vie privée, leur vie professionnelle, le bébé, leur vie sociale. Donc elles ont leur bébé avec elles. C'est-à-dire elles aspirent aussi à trouver, à respecter les besoins de l'enfant, les besoins de développement de l'enfant. Ça dit à respecter les leurs aussi. Et à respecter les leurs, exactement. Je trouve que c'est vraiment une troisième voie intéressante parce que le bébé est respecté, la femme est respectée, la mère est respectée, si ça n'est pas le père. Je crois qu'elles y trouvent aussi ce qui manque beaucoup dans notre société, c'est-à-dire ce besoin de transmission. C'est très touchant de voir ces jeunes femmes dans des ateliers se transmettre l'une à l'autre une technique comme ça se faisait autrefois, sans être passéiste. C'est vraiment retrouver une solidarité, un réseau, une communauté, et ça plaira certainement à Emma qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Et puis, il me semble que il y a une notion de modernité sur la préparation à la naissance. C'est-à-dire que ces jeunes femmes-là appellent dans les prépas de naissance classiques à dire, voilà, on y pense avant, on y pense dès qu'on est à 4 mois de grossesse, 5 mois de grossesse. Ce qui quelque part, le cas d'Élodie et Gaëlle. Mais oui, témoins, exactement. Mais vous savez que quand vous mettez le nounours... Ça fait projet de naissance presque. Exactement. Déjà. On joue un peu au papa et à la maman. On met le nounours, on met le bébé, on apprend ses gestes, on se projette sur l'après-naissance, et d'ailleurs ça aide justement à faire passer l'accouchement. Donc je trouve qu'il y a vraiment des éléments assez intéressants. Maintenant, par rapport aux détracteurs, qu'ils se rassurent, il y a un moment donné où le bébé est quand même bien lourd, il y a un moment donné où il a envie d'aller gambader, et il va aller gambader, il va pas rester un tanguy éternel sur le corps de sa maman. Et rassurons-nous. À 18 ans. Oui, vous voyez, avec les poils qui... Ah, tu me frottes un peu, chérie, là, ça gratouille. Non, et les papas, quand même, je vous le rappelle, peuvent s'y mettre aussi, parce qu'on a entendu ces mamans, mais vous pouvez voir des pères, et c'est assez touchant
de voir la connivence qui existe entre vous. Vous regardez des mamans qui portent des écharpes et leur bébé en écharpe, il se passe quelque chose entre elles. Elles vont discuter, elles vont se rapprocher, elles vont se dire bonjour. Et j'aime cette convivialité-là, oui, c'est cette tout un humanité. réseau, hein. Il y a des tas réseau. d'associations. Des associations, des bouquins. Alors regardez, je vous ai mis juste un petit exemple. Je pense que c'est 30% de ce que vous pouvez trouver en librairie à l'heure actuelle, rien que sur le sujet et exclusivement sur le sujet. Alors, on a parlé beaucoup des bébés portés dans le monde, bien sûr, bébés du monde, et j'ai appris des tas de choses d'ailleurs sur le fait que cette façon de porter à l'européenne dure plus longtemps, justement, qu'en Inde ou au Maroc ou en Arabie Saoudite. Bébé du monde, Béatrice Fontanelle et Claire Darcourt, il vient de ressortir, c'est un livre qui plaît beaucoup. C'est une réédition. Je me souviens de ce livre, il est absolument magnifique. Les photos alors, il est en plus mou, vous voyez, il était en cartonné un peu dur, il vient de ressortir. Alors regardez, donc là c'est le bébé à la marocaine. Ce qui est intéressant, c'est quand je vous parle de cette notion d'anticipation, c'est-à-dire que tous ces porte-bébés, là il est en cuir, on est en Arabie Saoudite, regardez celui-ci qui est sublime, on est en Chine, sont préparés, tous ces porte-bébés sont préparés très à l'avance, durant les 9 mois. On y met tout son cœur, on y met tout son argent, on y met toute la richesse d'une relation. C'est un superbe livre qui parle du portage, du maternage en général, de l'allaitement, puisque bien sûr le portage est aussi lié, la vogue du portage est aussi liée à l'allaitement, puisqu'il favorise et que les associations comme la Leche League ont milité aussi pour le portage. Si vous voulez aller dans le fond du sujet, le Spiral des bébés bien portés, c'est un dossier RS coordonné par Régine Prieur, tout y est. Les associations actuelles, ce qui se passait autrefois, pourquoi on en est venu à séparer au XVIIIe siècle, la famille est devenue privée, mais on a partagé les pièces, on n'était plus tous ensemble. Très intéressant aussi sur le côté dans les pays émergents, protéger la santé de l'enfant, justement des maladies nosocomiales. Ce sont des aspects auxquels, évidemment, qui sont moins évidents dans notre société. Enfin, plein d'aspects tout à fait différents. Superbe bouquin. Et puis, alors, comme vous avez parlé, vous l'avez présenté, j'en donne 2 en même temps. L'art de porter les bébés, Nouage et Position, Manuela Favreau, qui est une sage-femme. C'est sorti à La Plage Éditeur. Babygamy, alors c'est c'est le côté en mailloton. Les bébés, c'est encore une autre technique. C'est sorti chez Tornade. Il y a des repères sur comment choisir la bonne écharpe, parce qu'il y en a de plus en plus sur le marché, des très jolies, des écharpes bleu canard, mais pas forcément bien adaptées. Au nœud, du sergé croisé, enfin tout ça est bien expliqué. Je voulais juste vous dire que c'est possible, mais je ne vais pas trouver. Si, elle est là. Regardez, c'est possible. Vous avez remarqué, qu'est-ce qui est insolite? C'est un père. Alors dans les livres pour enfants, rien d'exclusif sur le portage, mais en revanche sur le côté tactile, sur le côté à bras, justement. Abracadabra, Martha Etanet, Atelier du Poisson Soluble, petite maison d'édition très créative. Alors voilà une maman tout sourire qui est là, mon grand qui reste petit. Elle prend du plaisir, cette maman, ce petit évidemment lui aussi. Et elle tente l'excursion vers le monde extérieur. Évidemment, quand il y a du danger, où retourne-t-on? Dans les bras de maman. Bon, là, en l'occurrence, à bras. Pareil sur l'école, cet endroit où vont les grands, c'est quand même pas tout à fait... Et puis la maman, tout doucement, le visage se ferme un peu, oh là là, mais tu es lourd et tout ça. Elle commence à s'énerver, non, c'est le mouvement naturel. Les chattes font la même chose avec leurs chatons. Il y a un moment donné, elle les pousse un peu, et puis finalement, elle lui dit, écoute, maintenant tu es grand, etc. Et il a trouvé une nouvelle alternative à dada sur le dos. Ah oui, bien conçu, bien pensé. Ingrid Godon, toujours pour les petits, si justement vous voulez vous amuser dans ce côté tactile, le côté relationnel, puisque ce portage ne doit pas empêcher la relation. Et le côté tactile, on l'a quand on berce, on l'a quand on touche, on l'a quand on fait des comptines. Bonjour Monsieur Pouce. Donc plein de petites comptines page par page qui vous permettent de toucher votre bébé. Les comptines sont expliquées avec l'objectif de la comptine, vous voyez, quand on caresse de la tête aux pieds, etc. Vraiment le contact tactile.
Le jeu du papa et évidemment le fameux bateau ou alors le fameux Adada sur mon bidet que vous connaissez. Voilà, donc on sort un petit peu de notre sujet, mais on voit ici les différentes, la nécessité d'être en contact avec son enfant et le bonheur évidemment de l'enfant dans ce sens. Merci beaucoup Nathalie. On va dire un mot des prochaines émissions maintenant. Oui, et on commence avec un sujet, je sais que vous êtes un certain nombre à être concernés, c'est pas toujours évident pour vous de regarder les maternelles et on est là aussi pour vous aider, pour partager vos émotions. Un jour, votre conjoint, le père de vos enfants, est parti sans laisser d'adresse. Comment vous et vos enfants avez vécu cette situation qui était une démission, disparition? Quelle vie avez-vous aujourd'hui? Quelle image du papa gardent vos enfants? Venez nous en parler sur le plateau des maternelles. On prépare une émission sur la peur. Votre enfant adore les histoires qui font peur, les jeux qui font peur. Alors ça vous étonne ou au contraire ça vous angoisse ou alors vous pensez que ça fait partie de sa construction? Eh bien venez nous en parler sur le plateau des maternelles. La grossesse et le sida, vous êtes séropositive, vous êtes enceinte ou vous avez peut-être déjà accouché. Venez nous dire comment vous avez pris votre décision de devenir maman, quels doutes et quelles craintes vous ont traversé, comment votre grossesse a été suivie, comment ça se passe aujourd'hui, les difficultés, mais aussi le grand bonheur d'avoir ce petit. On a besoin de vous pour construire cette émission. Merci Nathalie. La suite du programme maintenant. Tout à l'heure, dans Questions de parents, une directrice de crèche sera là pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. On va accueillir aussi Emma Rota qui va nous expliquer, bonjour Emma, jolie botte. Merci. Qui va vous expliquer que le troc c'est pratique. Vous allez nous expliquer comment bien troquer poussettes, table à langer et autres matériels de puériculture sur le net. Mais avant cela, on retrouve notre feuilleton préféré. Que font-ils loin de nous? Nous sommes toujours au CP et aujourd'hui, nous avons droit à une très jolie leçon de poésie. Et regardez, mes traits ne sont jamais droits. Ce sont de jolies courbes, des vagues, des tempêtes même par moments. Il faut être appliqué, silencieux, et les traits, il faut les faire, voyez, proches les uns des autres. Si vous me faites 2 traits, métrage, j'ai fini. Est-ce que ça sera joli? Non. Doriane? Moi aussi, ça commence par B. Tiens, mon bonhomme. Pia, tiens, ma petite puce. Moi, je suis d'abord Alexandra? Moi, d'abord rouge. Camille? Ça, c'est plutôt copain. Le petit enfant que j'interroge se lèvera de sa place et me récitera sa poésie. Adèle. Le chat et le soleil. Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir 2 morceaux de soleil. Maurice Carême. C'est bien fait. Alors là, je suis fière. Mais tu vois, là c'est plus petit, mais là tu barres. Là tu barres du jaune. C'est ça que j'aime pas. Si tu veux, tu peux utiliser les photos. Le chat, il réveille. Non, il ouvre les yeux. Le soleil. Merci Pierre. Il entra. Non, tu ne l'aides pas, tu te tais. Et ferme les yeux. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois 2 morceaux de soleil. Maurice Carême. C'est très bien. Romain. Oui, mais elle s'est très bien débrouillée. Le chat ferme les yeux et le soleil n'entre pas. Voilà. Pourquoi le soir, quand le chat voit 2 morceaux de soleil se réveille, j'aperçois 2 dans le noir 2
morceau de soleil. Maurice Caresse. Maurice Carême. La prochaine poésie, il faudra que tu l'écoutes mieux pour bien la savoir. D'accord? Madame Lunier. Je passe voir. Très jolie, Dorian. Super, Maxence. Waouh. Très bien. Bien, Benjamin. Très bien, mais continue. Spéciale dédicace à Maurice Carême. Le chat, c'est pas évident à dire, les pauvres chouchous. Ils s'en sont bien tirés, ils s'en sont bien sortis. Demain, selon le bon vieil adage, en esprit sain dans un corps sain, demain, ils feront du sport. Voilà. Emma, donc vous allez nous parler du troc sur Internet et moi je trouve que c'est une bonne idée parce que sur le papier, le troc, effectivement, c'est sympa, mais dans la pratique, on se dit que c'est peut-être compliqué, on se pose des questions sur l'état du matériel, sur les arnaques. On n'ose pas s'y lancer. Il y en a, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Effectivement, ça marche très très bien. Et c'est là qu'on se dit que la crise économique qu'on traverse n'a pas que des mauvais côtés parce qu'elle a engendré des nouvelles pratiques et des nouvelles manières de consommer, dont le troc, qui fait depuis 1 an une apparition mais fulgurante sur Internet. C'est incroyable le nombre de sites qu'il peut y avoir. Et j'ai regardé un peu les études qui ont été faites sur le troc dans le monde. Figurez-vous que l'année dernière, on compte 20% des pratiques, en fait, des négociations qui ont eu lieu dans le monde ont été en fait à base de troc, 20%, alors que dans les années 70, on en était à 5%. Ça démontre, voilà, ça démontre quand même que ça revient effectivement à la mode. C'est l'ère de la décroissance. Exactement, consommer moins, consommer mieux, et surtout pour les enfants, quand on s'aperçoit de tous les jouets qui traînent, de tous les vêtements âge 3 mois qu'on n'utilisera plus jamais. On ne sait jamais qu'en faire, on essaie de les refiler à dos des copines, mais qui préfèrent acheter des tout jolis vêtements tout neufs parfois. Allez sur Internet, Elisabeth, vous allez voir. Ça me paraît être une excellente idée. Alors vous tapez justement troc puériculture sur Internet, vous tombez mais sur des milliers de sites, c'est vraiment impressionnant. D'où ma première mise en garde. Il y a plein de sites qui se sont dit tiens, effectivement, il y a de l'argent à se faire, qui ont mis troc dans leur nom et qui sont absolument pas des sites de troc, mais vraiment pas du tout, qui sont au mieux des sites d'occasion en fait. Mais on troque pas un objet avec un autre. En gros, donc faites attention. Voilà, c'est ça, ils sont vendus de toute façon et il y a effectivement de l'argent qui circule. Donc là, on passe son chemin. On passe et on commence effectivement avec une vraie visite de sites de troc, dont le premier, ça c'est du solide, c'est du gros, c'est www.jechangetout.com, qui est un super site, 83 000 membres à travers la France, 25 000 annonces en ce moment, dont énormément d'annonces sur les jouets, les vêtements d'enfants, de bébés, etc. Avec du vrai troc, ce qu'on appelle du troc direct, c'est-à-dire par exemple on échange un tableau d'éveil contre des vêtements âge 4 ans ou des petits bodys âge 3 mois contre des bodys âge 9 mois ou alors des choses un peu plus ouvertes, style un jouet contre faire offre, on verra ce qui va intéresser la famille et les enfants. Ça, je trouve ça vraiment très très sympa. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment le troc direct. Il y a 2 autres sites qui sont très bien en la matière. C'est www.troctout.com ou encore www.france-troc.com. Dans ce cas-là, en fait, la mise en relation est gratuite. Le site ne se mêle pas des échanges, vous me voyez venir. Effectivement, là, il faut faire un petit peu attention. Alors du coup, ces sites ont mis au point des choses très sympathiques. Par exemple, on note l'échange qu'on a avec l'internaute. Vous troquez quelque chose. Si l'échange s'est bien passé, vous attribuez une note en fait à cet internaute. Et au fur et à mesure, si l'internaute a des notes positives, vous allez vous dire, effectivement, on peut apparemment lui faire confiance. Et au bout de 2-3 notes négatives, l'internaute est jeté du site. Ça élimine quand même pas mal de problèmes. Comme ça. Jeté du site. Par la fenêtre, on n'en parle plus. Mais en même temps, tant mieux, parce que celui qui enfourne du matériel cassé et autres, il se fait vite repérer. Ça limite un peu les arnaques parce que c'est vrai, vous aviez raison de le dire, les arnaques sont quand même nombreuses. À partir du moment où il y a transaction, il y a risque d'arnaque et il ne faut pas se le cacher. Donc sur les sites, vous allez trouver en fait des mises en garde qui sont pas mal parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas veiller à toutes les transactions. Donc le but, effectivement, est de recevoir l'objet que vous avez troqué. Si vous vous envoyez l'objet et que vous ne recevez rien en retour, il y a un petit problème. Donc 2 conseils absolus, c'est ne jamais régler les choses par chèque et ne pas accepter de chèque ou d'argent. On parle de troc, non. Normalement, effectivement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de chèque. Donc faites attention à ça parce que des fois et de plus en plus sur les sites, les gens se disent « Ok, allez, j'accepte ton petit tracteur contre mon vêtement, mais tu me files un chèque de 20 € en plus ».
C'est des transactions qui sont à éviter. Et avant de troquer, Mais alors, comment se prémunir contre le risque d'envoyer notre colis et de rien recevoir en retour? Alors, moi, ce que je fais en règle générale, c'est que je me renseigne sur le nom, prénom de l'acheteur, enfin du troqueur, et l'adresse et son numéro de portable. Comme ça, j'ai tout entre les mains au cas où il y a un problème. Pour Emma Rota, mais Emma Pile. Voilà, pour éventuellement Détective envoyer, privé. voilà, c'est ça, mes hommes de main s'occuper du troqueur qui ne m'a pas envoyé l'objet. Non, mais évidemment, renseignez-vous. Il ne s'agit pas d'avoir juste un pseudonyme. Il faut le nom, prénom, adresse et numéro de portable du troqueur. C'est quand même important. Après, il y a ce qu'on appelle le troc indirect. Là, c'est objet contre objet. Le troc indirect, c'est un nouveau système que je trouve pas mal. C'est des sites en fait qui décident que c'est trop compliqué d'échanger un tracteur, un jouet contre un vêtement et qui décident d'attribuer une valeur en nombre de points. C'est-à-dire que votre body 3 mois va valoir 20 points et que le petit tracteur va valoir 20 points aussi. Donc vous pourrez échanger comme ça avec les autres personnes. C'est pas mal du tout. Et ça, c'est des sites qui s'appellent par exemple www.digitroc.com. Vous cliquez sur « Je l'ai » et « Je le veux » et ces échanges se font par nombre de points. C'est très très bien. Il faut que vous ayez la à même peu près personne le en nombre face. de points. Exactement. Et toujours en direction de la même personne. C'est ça. Tout sur le blog du www.france5.fr, le blog des chroniqueurs. Merci beaucoup, Voilà, Emma. merci à vous. À la semaine prochaine. Okay. Nous accueillons maintenant dans Questions de parents Muriel Igmorassen, qui est directrice de crèche et qui va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Bonjour Muriel. Bonjour Muriel. Pour la petite histoire, c'est chez vous qu'a été tournée la série à la crèche de notre feuilleton. Que font-ils loin de nous? Ils vont bien, tous les petits? Ils vont très bien. On va tout de suite prendre une première téléspectatrice au téléphone. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous nous appelez d'où? De Nantes. Et vous avez une petite fille. Voilà, c'est ça. On vous écoute, Aurélie. Alors, je voulais poser la question, c'est... donc là, je vais inscrire Louane à la crèche. Et en fait, j'aurais aimé connaître les modalités d'inscription, en fait, par rapport aux deux parents. Alors, elle a quel âge, Louane? Elle va avoir 3 mois, là. D'accord. D'accord. Alors, par rapport aux deux parents, c'est-à-dire vous me demandez s'il faut que les deux parents travaillent? Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Alors, effectivement, je pense que vous êtes au courant qu'il y a une certaine pénurie de place en crèche. Donc, forcément, il y a une priorité aux parents qui travaillent tous les deux. Après, on peut aussi prendre en compte les parents qui suivent des formations, également ceux qui sont en recherche d'emploi et leur donner à leur enfant une place à mi-temps en crèche dans un premier temps. Et puis, si un emploi est trouvé, leur donner à plein temps. Et puis, par rapport aux modalités d'inscription en crèche, il faut que vous vous renseigniez auprès de la mairie de votre ville et également auprès des crèches associatives qu'il ne faut pas oublier car c'est la moitié des places en crèche en France à peu près. Vous avez d'autres questions, Aurélie? Profitez-en, Muriel Igmorassen est là. Non, c'était ma principale question, donc ça répond à ce que je voulais. Merci beaucoup alors et bon courage dans votre recherche. On fait de la place quand même dans certaines crèches de temps en temps quand il y a une maman qui est au chômage ou un papa qui est au chômage. Pour des situations d'urgence, ce qu'on appelle les situations d'urgence, effectivement, on fait en sorte de garder des places pour la rentrée, d'avoir toujours 1 ou 2 places en plus pour des situations compliquées. On a eu des mamans avec des jumeaux seules, des choses comme ça, qui travaillent. Donc là, effectivement, il y a une priorité. Et il faut s'inscrire combien de temps à l'avance? Parce qu'en gros, maintenant, on nous dit que dès qu'on sait qu'on est enceinte, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle au papa, il faut d'abord courir à la crèche. Alors, c'est vraiment le cas. On a presque raison, si ce n'est que quand même, je pense que le papa le prendrait mal. Mais effectivement, il faut faire l'inscription assez rapidement. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre et des crèches et des villes. C'est en général autour du 6e mois de grossesse, mais ça peut parfois être dès 3 mois. Une autre question au téléphone. Nous allons accueillir Élodie. Bonjour Élodie. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? De Pierrelatte. De Pierrelatte, c'est dans la Drôme. Dans la Drôme, oui. Et on vous écoute? Donc moi j'ai un petit garçon de 2 mois et demi qui va bientôt rentrer en crèche, là, on va bientôt commencer l'acclimatation. Il n'a pas vraiment un rythme très défini, biberon, sieste, etc. Donc je me demande un peu comment ça va se passer au niveau de l'entrée en crèche et s'il faut que j'arrive à lui mettre un rythme avant d'arriver à la crèche pour faciliter son acclimatation.
Alors, pour la période d'adaptation en crèche que vous appelez très joliment acclimatation, c'est très joli, on va peut-être penser à la renommer d'ailleurs. Surtout pas, voilà, j'ai envie de vous dire surtout pas. C'est normal que votre enfant n'ait pas de rythme précis encore à son âge. Et ce qui va se passer à la crèche justement pendant la période d'adaptation, c'est qu'on va faire un recueil de données sur les habitudes de vie de votre enfant, les habitudes de votre famille, etc. Et qu'en fonction de ce recueil de données qu'on va faire, là, on va connaître un petit peu mieux son rythme et adapter le fonctionnement de la crèche au rythme de votre enfant. Surtout pas l'inverse. D'accord. Merci Élodie et puis bonne chance pour l'acclimatation, comme vous dites Voilà. d'Antoine. Copyright à vous. Nous, maintenant, une question qui est arrivée sur le site des maternelles de Caroline, qui a une petite Emeline qui a 3 mois. Je vais bientôt accompagner ma fille à la crèche pour son premier jour d'adaptation. À la première semaine, je serai avec elle, mais la semaine suivante, je vais devoir la laisser progressivement. Que fait-on pendant ce temps d'adaptation? Elle demande aussi, comme elle n'a que 3 mois, est-ce qu'il y a des activités particulières pour les bébés? Alors, à cet âge-là, effectivement, il n'y a pas tellement d'activités particulières. On est beaucoup dans le soin, dans ce qu'on appelle tous les soins de maternage, c'est-à-dire ça va tourner autour du change, du repas et puis du sommeil, car comme vous le savez, à cet âge-là, les enfants dorment beaucoup. Donc, ce qui se passe pendant la période d'adaptation d'un si petit, c'est effectivement la période de recueil de données, comme on a pour tous. Et puis, beaucoup de présence de la maman ou du papa, voire idéalement des deux, pour sécuriser l'enfant, que l'enfant sente la présence de ses parents dans ce lieu, qu'il entende leur voix et qu'il fasse un lien entre la maison et la crèche pour se sentir sécurisé à la fin de la période d'adaptation. Alors, 3 mois, on sait que parfois on n'a pas le choix, mais est-ce que c'est pas dans l'absolu un peu tôt pour mettre son enfant à la crèche? Alors, dans l'absolu, dans une société où on permettrait aux parents d'avoir un congé qui dure plus longtemps, ce qui semblerait quand même intelligent, j'ai envie de dire, effectivement, ce serait beaucoup mieux. Maintenant, on fait avec le pays dans lequel on vit et les contraintes qu'on a. Donc, on arrive à faire du très bon travail au sein des structures qui accueillent les tout-petits, même à cet âge-là. C'est vrai que dans l'idéal, s'il pouvait être accompagné d'un de ses 2 parents jusqu'à ses 1 an de vie, je ne vous cache pas que non seulement ce serait beaucoup mieux pour toute la famille, et en plus ça résoudrait pas mal de problèmes de place en crèche. Pardon. Donc en gros, c'est quand l'enfant marche, hein, on peut dire. Ça peut, disons que ça, peut le mettre à la crèche. On peut le mettre avant bien entendu, et puis de toute façon, comme on le dit, on n'a pas le choix. Oui, exactement. Maintenant, ça va avoir un véritable intérêt pour lui quand il est plus grand. Autour de la socialisation, etc. C'est vrai que c'est plus intéressant pour lui, plus grand. Mais il sera très bien à la crèche, même à 3 mois. Nous avons Samantha en ligne. Bonjour Samantha. Bonjour. Vous habitez à Nogent-sur-Marne, je crois, et vous êtes la maman de Lilis, qui a 2 ans. Oui. Quelle est votre question, Samantha? Alors voilà, moi j'ai donc ma fille Lilis qui est rentrée à temps plein en crèche au mois de septembre. Et en fait, c'est des pleurs tous les matins pour aller jusqu'à la crèche. Elle se lève le matin à 6h30 et elle se met à pleurer. D'accord. Donc on va savoir comment la rassurer en fait. D'accord. Et à la crèche, dans la journée, comment ça se passe? Ça se passe très très bien. Voilà. Donc, alors c'est souvent le cas pour les enfants, c'est plus un problème de séparation que d'adaptation. Il faudrait essayer de voir s'il y a quelque chose qui a changé, hormis bien sûr son entrée en crèche, dans la famille, dans la structure familiale au moment du mois de septembre. Il faudrait voir si vous et le papa êtes particulièrement angoissés face au fait de laisser votre fille en crèche toute la journée. Je pense que l'idéal, ce serait d'aller à la rencontre de la directrice de crèche et éventuellement de la psychologue de crèche pour avoir un entretien. C'est le genre de soucis qu'on résout en 1 ou 2 entretiens en général parce que c'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas quand on est dans le feu de l'action, mais qui ne sont pas bien graves. D'accord. En fait, j'en ai déjà parlé au personnel qui est très à l'écoute et ça, j'ai grandement apprécié. En fait, la seule nouveauté qu'il y a, c'est qu'il va y avoir une naissance de prévue très prochainement. C'est une nouveauté et pas des moindres, si je peux me grand permettre. classique, donc c'est effectivement un grand classique. Même des enfants qui sont en crèche depuis un certain temps, voire depuis 3 ans, quand il y a une naissance imminente dans la famille, ont une période où c'est extrêmement difficile de se séparer des parents.
Merci beaucoup Samantha pour votre question et puis évidemment plein de bonnes choses pour la suite, pour Lilith et pour son petit frère ou sa petite sœur à venir. Et merci beaucoup Muriel Ignace pour toutes ces précisions. Je pense qu'on vous retrouvera régulièrement pour répondre aux questions que les parents nous posent sur le site internet de France 5 ou par téléphone 0820 008 007. Et puis à votre place, nous recevrons bientôt une allergologue et une nutritionniste. Donc vous n'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt Nathalie. On va se retrouver dès demain. Hélas, c'est déjà fini l'émission. Demain, justement, on va parler du remariage. Comment les enfants vivent-ils le remariage de leurs parents? Comment leur annoncer la nouvelle? On en parlera dans la grande discussion. Et puis, dans Questions de parents, un kinésithérapeute viendra répondre aux questions que vous nous avez posées. Rendez-vous donc demain, 9h-5. D'ici là, vous avez un autre rendez-vous avec Marcel Ruffo, le célèbre pédopsychiatre qui répond à vos questions dans Allô Ruffo. Très bonne journée sur France 5.